Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, le sujet du webinaire va être l'autorité régionale de recherche du Nunavik, donc un projet en émergence. Et c'est un sujet qui est d'un très grand intérêt pour l'Institut nordique du Québec et ses chercheurs, puisque ça va influencer la manière dont on fait les choses avec nos partenaires du Nunavik dans le futur. Donc, j'ai bien hâte d'entendre la conférence d'aujourd'hui. Notre conférencière va être Camille Fréchette. Camille, depuis un peu plus de 2 ans, travaille chez Makivik comme analyste des lois et des politiques au sein du département de l'environnement, de la faune et de la recherche. Elle a eu un parcours riche et diversifié que je vous résume rapidement. Elle a d'abord fait un baccalauréat en droit à l'Université de Montréal et elle a fait l'école du barreau par la suite. Puis, elle a fait son stage du barreau au Comité international olympique, le fameux CIO. Donc, c'était à Lausanne ensuite. En Suisse, pardon. Elle y a travaillé comme stagiaire, puis ensuite avocate de 2015 à 2016. Camille a ensuite senti un besoin ou une envie de quitter ce domaine du sport international et de se réorienter vers le domaine de l'environnement, qui est très porteur, évidemment. Et elle a donc fait une maîtrise multidisciplinaire en gestion de l'environnement à l'Université de Sherbrooke. Durant son parcours, elle a fait un stage à la Direction des affaires autochtones d'Environnement Canada, où son essai de maîtrise portait sur la notion de consentement libre, préalable et éclairé des peuples autochtones dans le cadre de l'exploitation des ressources naturelles du nord du Québec. Donc, on pourrait dire que le parcours riche et diversifié de Camille l'a bien préparé pour son travail d'analyste chez Makivik, et ça lui permet de faire un pont entre son passé juridique et sa formation plus récente en environnement. Donc, un bel exemple de transdisciplinarité. Camille, depuis la rédaction de l'entente de partenariat entre les 6 organisations fondatrices de l'autorité régionale de recherche du Nunavik, occupe les fonctions de coordonnatrice de projet et de secrétaire de son comité directeur. Donc, Camille, je te laisse la parole. Merci beaucoup, Jean-Éric. Merci pour la présentation, puis merci surtout pour l'invitation. C'est vraiment apprécié, puis merci à vous tous d'être là. J'aurais envie de dire merci d'être venus en grand nombre, mais je ne peux pas dire en quel nombre vous êtes venus, mais merci dans tous les cas. Oui, comme Jean-Éric l'a mentionné, je m'appelle Camille Fréchette. Je suis à la base employée dans le département de l'environnement, de la faune et de la recherche chez Makivik comme analyste des lois et des politiques. Mais voilà, aujourd'hui, je parle vraiment en mon nom de coordonnatrice du projet d'autorité régionale de recherche du Nunavik. Puis surtout, en fait, je viens parler au nom du comité directeur du projet. Donc, pour ceux qui ne sont pas au courant, là, le comité directeur est composé de 7 représentants. Donc, on a la Société Makivik, il y a aussi l'administration régionale Kativik, la Régie régionale de santé et services sociaux du Nunavik, la commission scolaire Kativik, l'Office municipal d'habitation Kativik, le Conseil de gestion des ressources fauniques de la région marine du Nunavik et finalement la conseillère en recherche inuit pour la région du Nunavik. Donc, c'est vraiment en leur nom là, que je viens présenter aujourd'hui. Puis, avant de poursuivre, je veux aussi mentionner que pendant la présentation, il y a aussi Hélène Havard qui assiste et qui sera présente pour la période de questions pour participer, pour répondre aux questions avec moi. Donc, Hélène, je ne sais pas si tu veux prendre une petite minute pour te présenter. Bonjour à tous. Je m'appelle Hélène Havard et je suis directrice du Centre de recherche du Nunavik. Et je travaille avec Camille et toute l'équipe qu'elle a nommée depuis quelques années maintenant sur ce beau projet. Et je fais partie du comité des premiers peuples à l'Institut nordique du Québec. Donc, entre ces deux projets, ces deux groupes de personnes, on voit beaucoup de ponts potentiels pour le futur proche. Donc, j'ai hâte d'écouter Camille et je te relance la balle. Merci Hélène. Donc,
Ben, dans le fond, on peut tout de suite passer au plan de la présentation. Il y en a probablement parmi vous qui avez déjà entendu parler du projet via la présentation que j'ai donnée l'an dernier au symposium du Centre d'études nordiques. Sinon, vous avez peut-être aussi vu passer notre publication Facebook au mois de novembre dans laquelle on faisait l'annonce officielle du projet. Mais dans tous les cas, l'objectif aujourd'hui, c'est de vous donner un aperçu un peu plus en profondeur de ce que c'est ce projet-là. Donc, on va commencer par une présentation du contexte qui englobe le projet, qui explique pourquoi cette initiative-là a émergé. Puis ensuite, on va rentrer dans le vif du sujet là, comme tel en abordant les grands objectifs de l'Autorité régionale de recherche du Nunavik. Et on va voir aussi la vision qu'en a développée le comité directeur, mais aussi la vision dont on a entendu parler de par les entrevues qu'on a commencé à mener là, à l'automne dernier. Donc, ça va être intéressant de voir les idées qui ont été partagées avec nous. On va faire un bref survol là, de ce qui a été avancé depuis le lancement du projet, puis les prochaines étapes dans les prochains mois. En fait. Puis je vais conclure avec des recommandations sur la marche à suivre pour entreprendre des projets de recherche dans l'attente que l'Autorité régionale de recherche soit établie, parce que c'est ça, en fait, comme l'a mentionné Jean-Éric, c'est un projet qui est en développement. L'autorité n'existe pas encore. On est vraiment à l'étape préliminaire de réflexion, de conceptualisation, de planification. Là. Donc, en gros, c'est un brainstorm dans lequel on est. Donc, j'entreprends tout de suite la présentation avec notre premier point qui est le contexte entourant le projet. Et le premier élément de contexte là, qui est un peu un moteur derrière notre projet, c'est la montée de l'affirmation des Inuits de leur droit à l'autodétermination dans la recherche. Puis, pour illustrer ce point-là, j'ai décidé d'inclure une image là, de la stratégie nationale Inuit sur la recherche de Inuit Tapiri Kanatami, qui, je crois, est une illustration là, assez forte de cette affirmation-là croissante. Ce que la stratégie nationale nous indique, c'est que la recherche est croissante dans l'Inuit Nunangat et le Nunavik ne fait pas exception. Les Inuits du Canada sont le peuple autochtone le plus étudié parmi les peuples autochtones à travers le monde. Et malgré tout, les Inuits conservent un rôle marginal dans la gouvernance de la recherche à grande échelle, et aussi dans les projets là, comme tels. Puis, pourtant, en fait, c'est une problématique dans la mesure où la recherche peut aider à faire avancer des enjeux socio-économiques ou environnementaux dans la mesure où elles permettent de donner des informations probantes aux décideurs pour que ceux-ci puissent prendre des décisions éclairées, informées, stratégiques. Mais ça, c'est seulement possible, en fait, si les Inuits jouent un rôle déterminant dans la recherche. Et ça, c'est vrai avant un projet de recherche, pendant un projet de recherche et après un projet de recherche. Donc, un peu plus concrètement, là, ce qu'on veut dire par là, avant un projet, c'est à plus grande échelle de jouer un rôle dans la détermination de l'agenda de recherche de la région. Puis à plus petite échelle, c'est de participer à l'élaboration des objectifs d'un projet, l'élaboration de la méthodologie, donc ce genre de détails-là. Mais pendant la recherche, c'est de jouer un rôle dans la collecte de données, dans l'interprétation des données. Donc, encore une fois, c'est ce genre d'exemple-là. Puis, à la suite d'un projet, je donnerai l'exemple du fait d'être propriétaire, d'être en possession ou à tout le moins d'avoir un accès adéquat aux résultats de la recherche, puis d'avoir un mot à dire aussi sur les usages secondaires qui pourront être faits de ces résultats-là dans la mesure où c'est des données, c'est des résultats qui les concernent.
pour que le rôle des Inuits soit déterminant dans la recherche, ça prend aussi vraiment des réels partenariats. Puis ce qu'on veut dire par là, c'est non pas des partenariats ou plus d'images où les Inuits jouent plus un rôle de figurant. Puis c'est de s'assurer aussi d'une recherche de qualité où on intègre le savoir traditionnel puis les valeurs inuites. Je conclurai cette diapositive-là en reconnaissant que oui, il y a de plus en plus de partenariats significatifs qui se déploient sur le territoire. Il y a de plus en plus de chercheurs qui mettent en œuvre des pratiques durables, qui travaillent à entretenir des relations durables, certainement. Par contre, ce ne sont pas des cas systématiques, en fait. Les partenariats significatifs ne sont pas systématiques. Puis c'est justement ce que vise à adresser le projet d'autorité régionale de recherche, c'est de permettre que ces partenariats-là soient répandus à l'échelle du territoire puis à l'échelle des projets qui y auront lieu. Un deuxième aspect contextuel qui explique pourquoi c'est important maintenant de bâtir l'autorité régionale de recherche du Nunavik, c'est la gouvernance de la recherche, ou j'appellerais plutôt ça la grande complexité de la gouvernance de la recherche au Nunavik. Donc, il faut d'abord savoir que la région est régie par deux traités, on les appelle aussi conventions ou ententes de revendication territoriale. Mais en gros, il faut retenir qu'on a d'abord la Convention de la baie James qui a été conclue en 1975, qui s'applique à la terre ferme, donc la région en orange foncé de la carte. Puis il y a aussi l'ARTIN, l'accord sur les revendications territoriales des Inuits du Nunavik, qui date de 2008. Et lui s'applique dans la région marine, donc là où vous voyez le bleu foncé. Dans les deux cas, les deux ententes ont reconnu des droits aux Inuits, par exemple des droits d'exploitation de la faune. On parle de droits de chasse, de pêche et de piégeage qui sont soit exclusifs ou prioritaires en fonction du lieu concerné ou de l'espèce. Puis il y a aussi des droits qui ont été reconnus au niveau de la propriété puis de l'usage du territoire. La Convention de la baie James a établi un régime des terres en catégorie 1, 2 et 3. Donc, les terres de catégorie 1 sont celles qui ont été reconnues comme étant de pleine propriété et de plein usage inuit. Même chose pour la région marine. L'ARTIN a attribué la propriété d'environ 80% des îles de la région marine aux Inuits. Et c'est Makivik qui gère l'accès à ces îles-là. Donc, si vous avez si vous planifiez un projet de recherche qui implique d'accéder aux îles, vous aurez besoin d'un permis d'autorisation d'accès de la part de Makivik. Donc, en plus de la reconnaissance de certains droits, ces deux traités-là ont aussi mené à la création de différents organismes, différentes institutions à l'échelle régionale et locale. C'est ce qui m'amène à ma prochaine diapositive. En fait, les deux prochaines diapos là, vous donnent une liste non exhaustive d'organisations, d'institutions à l'échelle régionale et locale qu'il faut connaître, en fait, et ça appelle, en fait, à développer le réflexe de prendre suffisamment de temps dans la planification d'un projet pour contacter les bons organismes, les bonnes personnes qui peuvent vouloir être impliquées dans le projet, qui peuvent être concernés ou intéressés par les résultats, etc. Donc, vraiment se donner le temps nécessaire pour s'informer à ce niveau-là. Sur cette diapositive-là, on a, dans le fond, les 6 premiers points, ce sont les 6 organisations qui ont démarré le projet. Donc, vous avez la Société Makivik, qui, elle, est une organisation ethnique qui a été créée par la Convention de la baie James et dont le mandat est celui de représenter les Inuits, défendre leurs intérêts, parler en leur nom, notamment face au gouvernement, là, et ça sur différents fronts, vraiment sur une variété d'enjeux. Puis, à ce niveau-là, peut-être juste aussi noter que le département de l'environnement, de la faune et de la recherche de Makivik inclut
le centre de recherche du Nunavik qu'on retrouve à Kuujjuaq. Puis je le mentionne parce que il y a parfois une méconnaissance de ce que fait le centre de recherche, dans la mesure où peut-être que le nom porte à confusion. Là, on peut penser que c'est un peu la porte d'entrée pour tout type de projet dans la région, mais ce n'est pas le cas. Le centre de recherche est vraiment spécialisé dans tout ce qui est faune, habitat faunique, environnement. Puis, si vous avez des questions par rapport à ça, là, on pourra en discuter avec Hélène à la fin de la rencontre, de la présentation. Il y a aussi l'administration régionale Kativik, également créée par la Convention de la baie James, qui, elle, est une organisation non ethnique dont le mandat consiste à offrir des services publics, en fait, au Nunavimmiut. Encore une fois, c'est assez vaste là, comme mandat. Là, ça peut toucher autant les services de police que les services d'eau potable, l'aménagement du territoire, la gestion des aires protégées. Donc, voilà, c'est un mandat qui est très vaste. Puis, vous noterez aussi que présentement, l'ARK accueille, en fait, héberge la conseillère en recherche inuit pour la région du Nunavik. Ensuite, bon, leur nom l'indique, mais on a aussi l'Office municipal d'habitation Kativik qui se concentre sur le secteur du logement, la Régie régionale de santé et de services sociaux du Nunavik qui, évidemment, est dans le secteur de la santé. Il y a aussi la commission scolaire Kativik qui opère en éducation. Le Conseil de gestion des ressources fauniques de la région marine du Nunavik, encore une fois, comme son nom l'indique, c'est le principal agent de gestion des ressources fauniques pour la région, le offshore, que je vous ai montré tout à l'heure. Puis j'ai rajouté aussi dans la liste l'Institut culturel Avatak, qui est super important à connaître pour tout ce qui est promotion. Et vous avez un etc. +++, juste pour vous rappeler qu'il y en a plusieurs autres et c'est important de se renseigner à ce sujet-là. Il y a une liste de contacts à la fin de mes diapositives. Donc, si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas à nous écrire. Au niveau local, même chose, je vous en nomme quelques-unes. On a les corporations foncières qui géographiquement, là, qui se trouvent à être dans les mêmes lieux que les villages nordiques, en fait. Puis les corporations foncières, ce qu'elles font, c'est qu'elles gèrent l'accès et l'usage des terres de catégorie 1 par les personnes de l'extérieur, en fait. Donc, les terres de catégorie 1, là, c'est ce que vous voyez en vert foncé sur la carte. Pour ce qui est des villages nordiques, en fait, ça se trouve être un peu, finalement, le bras local de l'ARK en termes d'offres de services publics. Puis le troisième point, j'ai indiqué les LNUC, qui sont les associations locales de chasseurs, pêcheurs et trappeurs. Donc, c'est une organisation à considérer quand vous envisagez un projet de recherche qui concerne la faune ou l'habitat faunique. C'est important de vérifier à l'avance si le LNUC veut contribuer au projet ou s'ils ont des directives à donner, par exemple, si vous aviez de l'échantillonnage à faire. Donc, à vérifier à l'avance. Ce que je viens de vous donner comme liste, en fait, ça, c'est sans compter d'autres institutions ou d'autres comités qui peuvent avoir un rôle à jouer dans la région. Je pense notamment au gouvernement qui peuvent avoir une autorité en matière de délivrance de permis. Il y a aussi des processus conjoints de révision puis d'éthique qu'on retrouve dans la région. Je pense là, comme exemple au comité santé et nutrition du Nunavik. Donc, ça aussi, ça fait partie de la carte du cadre de gouvernance très complexe de la recherche dans la région. Et c'est ce qui motive, en fait, le besoin d'un processus de recherche intégré pour une révision puis une coordination de la recherche pour faciliter le travail des intervenants dans la région puis faciliter le travail des chercheurs aussi. Ici, j'ai inclus une carte de l'Inuit Nunangat, simplement pour mentionner que bien que ce genre de processus-là n'existe pas au Nunavik, en fait, on a des exemples sur lesquels se baser qui existent dans les autres régions. Puis ça, c'est vraiment une chance là, parce que
on peut en fait apprendre des expériences vécues puis des défis rencontrés par ces autres régions-là dans la création puis dans l'administration de leur processus de révision de recherche. Donc, par exemple, au Nunavut, c'est la loi sur les scientifiques qui a créé l'obligation d'obtenir un permis de l'Institut de recherche du Nunavut avant d'entreprendre un projet de recherche dans la région. Ensuite, la loi définit là, un peu plus en détail quel type de projets de recherche sont assujettis. Vous irez voir si ça vous intéresse, mais en gros, c'est ça l'idée. Puis, au Nunatiavut, un autre exemple à donner, eux c'est vraiment au niveau de leur entente de revendication territoriale où ils ont négocié à l'intérieur de l'entente un processus qui prévoit que les projets de recherche devront être révisés par le comité de recherche Nunatiavut, en fait. Donc, on arrive dans le vif du sujet, le descriptif comme tel. Vous voyez que j'ai mis une astérix à côté de mon titre Autorité régionale de recherche du Nunavik, qui indique que le nom est susceptible de changer. En fait, je vous le mentionne là, pour pas que vous reteniez ce nom-là trop solidement. En fait, ce qui arrive, c'est qu'au fil des entrevues qui ont été menées depuis l'automne dernier, on a reçu des commentaires à l'effet que peut-être que c'était pas hyper adapté comme nom, c'est peut-être pas représentatif de l'éventail de tâches qu'allait remplir l'autorité, en fait, de l'éventail des possibles de cette institution-là. Donc, on va travailler à essayer de trouver un meilleur nom pour bien illustrer ce qu'on cherche à accomplir avec ce processus-là. Puis aussi, peut-être un fait un peu plus cocasse, là, mais en anglais, le nom de notre projet, c'est Nunavik Regional Research Authority. Si vous prenez l'acronyme de ce nom-là, ça donne NRRA. Puis, voilà, on trouve que ça ressemble un petit peu trop à une association américaine avec laquelle on aime mieux ne pas être confondu. Donc, je vous laisse deviner c'est laquelle. Donc, je plonge dans les objectifs. Le premier principal objectif de l'autorité, c'est de mettre en place un processus qui, en collaboration avec les acteurs concernés à l'échelle locale et régionale, vont réviser les projets de recherche de façon à s'assurer qu'ils sont en ligne avec les priorités de recherche de la région et des communautés, de même que leurs valeurs, de même que les valeurs et l'éthique des Nunavimioutes dans la recherche. On veut aussi, en fait, permettre un accompagnement puis un processus où les chercheurs pourront être guidés à chacune des étapes de la révision de leur projet. Puis aussi un accompagnement pour les intervenants dans les communautés puis à l'échelle régionale qui travaillent avec les chercheurs et qui parfois sont un peu surchargés à force d'accomplir leur propre mandat et aussi d'accompagner les chercheurs qui veulent de l'aide ou qui veulent entrer en partenariat là, avec eux. Donc, le tout, c'est dans l'objectif de diminuer la fatigue associée à la recherche qu'on observe depuis plusieurs années. Un troisième grand objectif, c'est celui d'accroître les compétences et les ressources à l'échelle locale pour permettre l'émergence de plus en plus de projets initiés par les communautés. Puis enfin, un quatrième objectif, c'est celui de documenter les projets qui sont menés dans la région, puis de faciliter l'accès aux résultats, autant pour les Nunavimioutes que les chercheurs, en fait, pour avoir une recherche qui est beaucoup plus efficace. OK, donc on arrive à la vision pour ce projet-là. On parle d'un aperçu là, de la vision qu'a le comité directeur et des visions qui ont été partagées avec nous au courant des entrevues qu'on a menées depuis l'automne dernier. Donc, c'est ça, c'est un aperçu, ça peut être appelé à changer encore parce qu'on a encore d'autres parties prenantes à consulter, il y a encore du travail de réflexion à faire, mais je pense que ça peut déjà donner une idée
une grande image, en fait, là, de ce à quoi ça pourrait ressembler. Donc, ce qu'on voit, c'est un processus à entrée unique, ou comme on dit en anglais, un one-stop shop, où le chercheur dépose sa proposition de projet à un secrétariat. Et c'est ce secrétariat-là qui prend le package, si on veut, et le transmet à des comités locaux et régionaux qui sont chargés de procéder à la révision de la proposition de projet et d'émettre des recommandations par rapport à ces propositions-là. Le secrétariat va prendre ces recommandations-là et les transmettre aux chercheurs. Puis tout ça se fait dans le respect des juridictions et des processus existants. Ce qu'on veut dire par là, en fait, c'est, j'avais mentionné là, plus tôt que dans tout le cadre de gouvernance au Nunavik, il peut y avoir des autorités gouvernementales habilitées à réviser les projets de recherche. Donc, si effectivement c'est le cas, le secrétariat va prendre la proposition et les recommandations et les transmettre à cette entité gouvernementale-là pour qu'elle procède à sa propre révision et à sa propre émission de permis. Le processus que je viens de vous décrire, il repose sur 3 organes clés, en fait. D'abord, on a, comme vous l'aurez deviné, le secrétariat de l'autorité. C'est vraiment, là, lui, un pilier du processus. C'est lui qui s'occupe de superviser, en fait, que le processus avance convenablement. Donc, ce qu'on entrevoit comme différentes responsabilités pour le secrétariat, c'est notamment d'être un point de contact pour les chercheurs, que ce soit au niveau de la révision des propositions de projet comme telles, ou que ce soit une fois que le projet est lancé, quand un chercheur veut communiquer de l'information à une communauté ou à différents intervenants dans la région par rapport à l'avancement de son projet. Donc, le secrétariat va pouvoir jouer ce rôle-là. Il va aussi jouer le rôle de révision des propositions de projet à l'étape préalable pour s'assurer que, encore une fois, le package est complet, que toute l'information y est pour qu'ensuite elle puisse cheminer dans le processus de révision. Puis aussi, voir s'il y a des demandes de révision de projet qui ne sont peut-être pas assujetties au processus, parce que ça aussi, c'est possible. Bon, il va aussi, évidemment, offrir un support aux comités de révision locaux et régionaux et aux agents de liaison pour les aider à faire leur travail. Le secrétariat va aussi sonder les communautés puis les organismes régionaux au sujet de leurs priorités de recherche, puis va maintenir ces priorités-là à jour, en fait, pour que ça informe le processus de révision. Puis, peut-être un dernier point sur le rôle du secrétariat, on le voit aussi comme ayant un rôle de support pour les communautés dans la planification de leurs propres projets de recherche, puis dans la production des rapports qui suivent là, le déroulement d'un projet dans la communauté. Puis aussi, pour le dernier point, là, pour le secrétariat, il serait aussi responsable de tenir à jour une base de données, une base de métadonnées de la recherche effectuée sur le territoire, là, en lien avec l'objectif que j'ai mentionné tout à l'heure. Mais en plus du secrétariat, vous voyez sur la liste, sur la diapositive, on a les comités de révision locaux et régionaux. Donc, pour ce qui est des comités de révision régionaux, en fait, ils seraient divisés en fonction des différents secteurs de recherche. Donc, on pense, par exemple, à un comité de révision infrastructure et développement communautaire. Il pourrait y en avoir un autre plus axé sur l'environnement et la faune, un autre sur la santé. Donc, voilà, c'est encore à peaufiner, là, mais c'est l'idée générale qu'on a. Puis au niveau des comités de révision locaux, bien, ça serait adapté en fonction des besoins puis des désirs de chaque communauté, là. Puis les agents de liaison, bien, je pense que leur nom l'indique bien, là, c'est eux qui feraient le pont entre les comités de révision locaux, les comités régionaux et le secrétariat. Bon, il y a beaucoup d'informations, je pense, dans cette diapositive-là, mais je pense que ce qu'on peut en retirer, c'est que, puis je raisonne là, par rapport à des commentaires qu'on avait reçus à la présentation au symposium du CN l'an dernier, l'objectif, c'est vraiment pas de ralentir ou de mettre des bâtons dans les roues de la recherche dans la région. Au contraire, moi,
on croit que ce processus-là va pouvoir offrir de la clarté et de la prévisibilité pour les chercheurs dans leur planification des différentes étapes à franchir pour arriver à mettre en branle leur projet. Et ça va enrichir aussi la recherche en assurant l'intégration du savoir traditionnel. Ça va aussi augmenter les opportunités de partenariat significatifs. Puis, ça va optimiser les efforts dans ce sens-là que mettre en branle là, des organismes comme le CEN ou comme l'INQ. Je vois qu'il y a un Q&A. Est-ce qu'on prend la question? J'avoue que je ne vois pas le chat. Est-ce qu'on prend la question ou est-ce que je continue? Si tu veux, Camille, on va les prendre à la toute fin. Là. Ça va être plus simple à gérer comme ça. Puis on ne brisera pas ton flow. C'est bon, merci. OK, donc au niveau des progrès, des étapes qu'on a franchies jusqu'à maintenant, puis ce qui nous attend pour le reste du projet. Donc, au printemps 2020, comme le mentionnait Jean-Éric, on a conclu l'entente de partenariat qui officialise, qui encadre le travail des 6 partenaires à la base du projet d'autorité. C'est aussi cette entente-là qui a officialisé là, la création du comité directeur dont je vous ai aussi parlé. Puis, cette entente-là prévoyait l'embauche de consultants qui allaient aider le comité directeur dans tout son travail de réflexion et de planification là, de l'autorité. Donc, c'est ce qui a été fait l'été dernier, de sorte qu'on a pu entreprendre ce travail de planification-là à l'automne. On a commencé, comme je l'ai mentionné plusieurs fois, nos entrevues avec les parties prenantes au mois de novembre, si je me souviens bien, novembre-décembre. Et ça va avoir cours jusqu'à cet été. Je pense qu'on est sur le point, si je me souviens bien, de finaliser nos entrevues avec les intervenants dans la région, avec les Nunavimmiut. Le prochain groupe sera, dans le fond, le milieu académique, les chercheurs puis les réseaux. Donc, restez à l'affût, ça s'en vient. Puis vous l'aurez compris, en fait, l'objectif de ces entrevues-là, c'est de prendre le pouls de la vision et des attentes des gens qu'on approche par rapport à la recherche dans la région et plus précisément là, par rapport à ce que pourrait être une autorité régionale de recherche. En plus des entrevues, on va construire un cadre législatif et juridictionnel là, pour être certain d'être conscient des différentes autorités ou processus déjà applicables dans la région. Et puis, on va aussi dresser un examen opérationnel et financier pour nous aider à construire là, un plan de mise en œuvre sérieux et réaliste. Et notre objectif, notre horizon là, pour finir tout ça, ça serait la fin de cette année-ci. On va finir la phase de planification, puis le comité directeur va ensuite déterminer là, les prochaines étapes à suivre là, pour concrétiser le tout. Donc, en attendant, c'est ma dernière section, c'est en attendant l'autorité régionale de recherche du Nunavik. Quelle directive est-ce qu'on pourrait donner aux chercheurs pour déjà essayer d'atteindre les objectifs qui sont visés par l'autorité? Je dirais d'abord, puis je l'ai déjà mentionné plusieurs fois, de se donner du temps à l'avance pour contacter les organisations puis les communautés concernées par votre projet, puis vraiment s'assurer qu'on est entré en contact avec toutes les personnes ou les organisations qui pourraient être intéressées ou concernées. Puis ça peut prendre du temps parce que, bon, on cogne à une porte, finalement, ce n'est pas tout à fait le bon milieu, il faut se rediriger. Donc, voilà, ça à prendre en considération. Ensuite, c'est une fois qu'on a les bons interlocuteurs, là, de se renseigner sur les priorités de recherche pour que notre projet reflète ces priorités-là. C'est aussi de se renseigner sur les processus qui peuvent être applicables, pas juste à l'échelle régionale, mais aussi à l'échelle locale. Je pense, par exemple, au LNUC, à l'Association des chasseurs, pêcheurs, trappeurs de Tassouillac, qui ont
mis sur pied en ligne un questionnaire à remplir par les chercheurs avant d'arriver dans la communauté pour entreprendre leur projet de recherche sur la faune ou sur l'habitat faunique. Et ça leur permet de se préparer, d'être prêt à pouvoir aider le chercheur, puis de s'assurer aussi qu'ils sont disposés à le faire, parce que parfois, ils sont déjà occupés là, à travailler sur d'autres projets. Donc, voilà, c'est une prise de contact initiale, puis eux l'ont érigé sous forme de questionnaire en ligne. Puis, aussi, dans l'étape de préparation, ben, c'est important de se renseigner sur quel genre de services sont offerts dans la communauté dont on peut bénéficier, puis quels sont les tarifs reliés à ces services-là ou les compensations financières là, à prévoir dans son budget. C'est vraiment varié, là, puis vous devez très bien le savoir, c'est la location d'équipements, de véhicules, les services d'un guide, les services d'un interprète. C'est très important de prévoir ces services-là à l'avance et plutôt que d'arriver sur place et de pousser les membres de la communauté qui ont déjà leur propre agenda. Mon troisième point, ça va dans le même sens, c'est le fait de proposer des partenariats à l'avance, de voir quelles sont les opportunités de collaborer, de mobiliser les jeunes ou les individus dans la communauté en général, sachant par contre que ça, c'est un couteau à double tranchant, j'ai envie de dire, dans la mesure où il y a déjà des organisations puis des communautés qui sont sursollicitées par ce genre de propositions-là. C'est très dommage parce que, évidemment, que ça vient d'une excellente intention, mais reste que le fait est que la capacité est limitée, puis il ne faudrait pas que vos demandes viennent ajouter à cette pression-là. Donc, si effectivement, c'est ce qui se... si c'est le cas, si un partenariat à pleine échelle n'est pas envisageable, ben, il faut au moins veiller à ce qu'on ait eu le consentement, le OK de la communauté dans laquelle on va aller ou des organisations qui elles-mêmes travaillent peut-être dans le même secteur de recherche. T'sais. Puis dans tous les cas, ben, c'est évidemment d'appliquer les bonnes pratiques éthiques. Puis pour ça, ben, vous êtes probablement déjà au courant là, des différentes ressources qui existent, mais je vous guiderai vers ce que j'ai déjà mentionné, la stratégie nationale Inuit de recherche. Il y a aussi les lignes directrices sur la recherche du groupe de travail des premiers peuples de l'INQ. Il y a aussi le webinaire de Catherine Alexandra Gagnon du 3 février dernier qui est, je pense, très utile à ce niveau-là. Enfin, ben, pour le projet, en attendant qu'il existe, ben, je vous inviterai à d'abord rester, comme je disais, à l'affût de nos annonces pour les interviews qui s'en viennent. Toutefois, bon, évidemment qu'on malheureusement ne pourra pas consulter tout le monde qui est intéressé à partager ces idées-là un à un. Donc, je vous invite, si vous avez des questions ou des commentaires, à m'écrire ou à nous écrire. Et j'ai d'ailleurs, sur ma dernière diapositive, là, mis les informations pour nous contacter au besoin. Donc, merci à tout le monde. J'espère que ça vous a donné un bon aperçu de là où on se dirige. Puis, je vais être heureuse de recevoir vos questions, vos commentaires, puis de prendre certaines peut-être de retour avec moi pour en discuter aussi avec le comité directeur là, au besoin. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup, Camille. C'était très intéressant. Donc, je vous invite, là, je ne vois pas en fait les images de tout le monde. Donc, je vous inviterai plutôt à utiliser le chat ou le Q&A si vous voulez poser vos questions plutôt que de lever la main parce que je risque de ne pas vous voir. Puis, Debbie va m'assister au cas où je manquerais quelque chose. J'aurais quelques questions à poser à Camille, mais je vais laisser la chance d'abord à ceux qui avaient mis des interventions dans le Q&A et le chat. On avait une première question de Rebecca Hennigs. Je pense que tu y as répondu en partie, Camille, mais elle demandait donc les parties prenantes et les consultations qui ont été tenues. Est-ce que ça a été fait? À quel niveau, en fait, ça a été fait, niveau au pluriel? Est-ce qu'on parle davantage des organisations ou on parle de communautés spécifiques? Ou est-ce que tu pourrais nous donner peut-être une idée là, de l'ampleur de ces consultations?
présentation. Là. Oui, oui, absolument. Donc, on a procédé, si on veut, par groupe. Le premier groupe étant vraiment les intervenants dans la région, comme j'ai dit. Puis ça, c'est autant des représentants d'organisations, évidemment les représentants des organisations membres du comité directeur, qui déjà jouent un gros rôle là, dans la recherche, mais aussi d'autres organisations comme ABATAC, comme l'Association régionale des chasseurs, trappeurs, pêcheurs, pour nommer ces exemples-là. Là. Donc, ça s'est joué autant à l'échelle des organisations que des individus. On a aussi ciblé des individus qui ont joué ou jouent un rôle prépondérant dans la gouvernance de la région, dans le fond, ils jouent un rôle de leader dans la région. Donc, c'est un peu comme ça là, qu'on a fait nos choix. Puis, au fil des entrevues aussi, on a reçu des suggestions des personnes qu'on interviewait qui, eux, nous disaient, vous devriez contacter telle personne, vous devriez parler à telle personne dans telle communauté parce qu'elle aurait ou il aurait une vision, un angle très intéressant à apporter. Donc, c'est comme ça qu'on le fait. En plus de ce groupe-là, on a aussi approché justement les individus qui travaillent au sein des institutions que j'ai nommées, le Nunatiavut, notamment pour savoir comment ça se passe de leur côté. Puis voilà, la prochaine étape, c'est au niveau du secteur académique. Parfait, merci. Il y a beaucoup de questions qui rentrent, donc je vais essayer de garder l'ordre dans lequel elles sont entrées. La seconde question était, donc c'était anonyme, ça demande si vous prévoyez mettre en place un comité d'éthique de la recherche. Oui, bien ça, on voit je crois, là, à cette étape-ci, on voit ça comme se jouant au niveau des comités locaux, en fait. Donc, ça va vraiment être les comités de chaque communauté qui vont jouer ce rôle-là un peu. Puis, on veut pas, on veut, je crois, donner la liberté à ces communautés, ces comités locaux-là de déterminer ce que eux vont vouloir réviser, comment eux définissent en fait ce qu'est une révision éthique. T'sais, on ne veut pas juste canner ça dans l'éthique pure puis leur laisser la liberté là, de réviser les critères qui leur semblent pertinents. Je profiterai en fait de ta réponse et de la question pour saisir la balle au bon parce que le comité des premiers peuples en fait de l'INQ a mis sur pied déjà un guide d'éthique ou des bonnes pratiques en recherche. Puis évidemment, ça couvre là, les 4 Premières Nations du Nord, mais je pense que ce serait intéressant éventuellement de faire une interface entre ce guide-là et votre initiative pour, par exemple, le reviser ou le mettre à jour pour qu'il contienne en fait des informations là, qui seront en harmonie avec ce que vous êtes en train de déployer en ce moment. Là. Donc, je vois vraiment un terrain fertile là, de discussion ici. Là. Puis, à ce sujet-là, je renchérirais en disant que ça touche un peu à l'aspect de guide informatif. On voyait aussi une des premières tâches du secrétariat, possiblement, d'être celle de mettre sur pied un petit guide de Recherche au Nunavik 101, là, justement, pour comprendre quelles sont les étapes du processus de l'autorité régionale de recherche, quelles sont les diverses ressources vers lesquelles se tourner. Donc, je pense qu'on tourne, c'est ça, un peu autour du même genre d'outils. Là. Parfait, merci. Donc, la prochaine question était de... Oui? Il y avait quelqu'un qui voulait parler. C'est Hélène. Oui, Hélène, vas-y. C'est Hélène. Si je peux me permettre juste un petit rajout par rapport à l'éthique. On sait que la plupart des recherches en sciences humaines doivent avoir une approbation des comités de recherche de leur propre université. Donc, avec ce qu'on on prévoit mettre en place au Nunavik, on ne veut pas venir en rajouter un autre processus lourd d'approbation éthique. Donc, c'est sûr qu'on est encore à l'étape brainstorming, mais une des idées, c'est qu'on s'organise pour qu'il y ait une coordination entre ces 2 processus-là, soit une approbation avant que le projet soit approuvé au niveau local, qu'elle ait déjà son approbation de la part de l'université. Fait que, à suivre, mais c'est ça, on s'est déjà penché sur la question. Oui, puis je pense que c'est une belle discussion qu'on peut avoir avec vous aussi là, au sein de l'INQ.
J'avais une question ensuite de Christopher Fletcher, puis en fait, sa question est intéressante, puis ça rejoignait en fait une interrogation. Bon, vous avez présenté un peu l'autorité comme recevant des projets venant des chercheurs, donc qui ont pu faire l'objet de discussions avec les communautés, mais à l'inverse, on peut imaginer aussi que les communautés où le Nunavik a des priorités de recherche et donc le comité pourrait peut-être jouer un rôle là, justement ou le conseil pour permettre de déployer ces recherches-là. Donc, la question de Christopher, c'est est-ce que les priorités de recherche des régions communautés ont été inventoriées? Et là, il rajoute comme commentaire que l'idéal serait qu'une autorité de recherche puisse encourager les chercheurs à réfléchir à la façon dont leur projet aide à atteindre les objectifs au niveau communautaire ou régional. Donc, c'est peut-être un peu le processus inverse, là, je dirais. Ouais. Non, c'est vraiment un super bon point. Puis, on s'est rapidement aperçu dans nos travaux qu'effectivement, on parlait d'atteindre une bonne réflexion des objectifs de recherche de la région, puis des priorités de recherche. Puis, on s'est aperçu justement, on les avait pas répertoriés. Puis, la raison est que c'est pas un exercice simple à faire du tout. Il y a des priorités à l'échelle locale dans chacune des communautés. Il y a des priorités par secteur. Il y a des priorités pour la région. Donc, ça fait partie des premiers mandats qui vont probablement être donnés à l'autorité, peu importe d'autres noms qu'elle va pouvoir avoir, là, mais bref, de faire ce travail de répertoire-là des priorités de recherche et effectivement de les diffuser pour que les chercheurs aient les outils nécessaires, aient cette information-là pour construire leur projet là, en conformité. Oui. Je dirais que l'INQ peut aussi jouer un rôle pour vous aider dans ça, étant donné qu'il y a quand même une connaissance là, de toute l'expertise scientifique au Québec dans les différentes institutions, puis les différents regroupements de recherche qui pourraient aider à faire ce genre de maillage-là éventuellement aussi. J'avais une question anonyme ensuite. Comme le milieu académique, les ministères provinciaux et fédéraux font aussi de la recherche sur le territoire. Est-ce qu'ils sont considérés comme partie prenante et seront-ils consultés ou informés là, de... Oui, absolument. Oui, on a effectivement des individus de ciblés qui travaillent dans différents ministères, au fédéral puis au provincial, qui opèrent au sein d'agences ou de ministères qui ont ce genre de responsabilité-là, effectivement. Puis nos entrevues visent à avoir leur point de vue, s'assurer que le processus qu'on va développer, ça rime bien avec les processus gouvernementaux, puis ça rime bien aussi avec les projets de recherche gouvernementaux. Super, parfait. Là, j'ai aussi des interventions qui rentrent dans le chat, mais c'est davantage des commentaires ou des offres pour discuter avec vous par la suite. Donc, je ne vous les lirai pas. Là. Tu pourras aller les voir, Camille, ensuite. Donc, je continue avec les questions pour l'instant sur le Q&A. Donc, il y en avait une qui nous venait de Mélanie Lemire qui nous dit qu'elle a une question. Donc, je vais l'inviter à prendre la parole et... Bonjour Camille, je m'appelle Mélanie Lemire. Je participe à différents projets de recherche au Nunavik. J'ai différentes questions ou suggestions. Un, pour l'aspect du comité d'éthique au sein de nos institutions. Je pense qu'avec votre support, il y a des démarches à faire pour qu'on ait des représentants autochtones sur nos comités d'éthique au sein de nos institutions. Il y a des démarches en cours, là, mais ça pourrait aussi déjà améliorer le processus d'éthique qui se fait au sein de nos institutions. Deux, dans les organisations que tu as mentionnées, il n'y a pas longtemps, j'ai été mise au fait d'une organisation au Nunavik que je ne connaissais pas. C'est le comité de planification de la région marine du Nunavik. Oui. Est-ce qu'on doit je ne les connais pas. Pourtant, ça fait quand même 10 ans que je travaille au Nunavik. Fait que je me demandais, c'est qui? Oui, c'est une bonne question, puis tu fais bien de la poser. La commission faisait partie de ma version préliminaire de PowerPoint, puis j'avais une liste tellement longue que malheureusement, il a fallu que je coupe. Là. Mais la commission, en fait, a été créée par l'ARTIN en 2008, par l'accord de revendication territoriale dans la région marine. Et ce que fait la commission, en fait, c'est que son mandat, c'est de mettre en place, développer un plan, un land use planning, pour régir les activités qui ont cours dans la région marine. Donc,
la recherche, puis là, on n'a pas de représentants de la commission sur place pour peut-être mieux expliquer leur mandat puis les interconnexions avec la recherche, mais définitivement, des recherches qui impliquent l'usage qui est fait de l'espace marin ou de l'état des côtes ou quoi que ce soit peut informer leur construction de leur plan d'usage de la région puis leur planification là, en ce sens. Comme par exemple, tous les projets qui vont toucher à de l'information qui pourrait alimenter des enjeux de conservation des espèces. Ça peut être un exemple? J'aurais tendance à dire que pour la conservation de l'espèce, c'est plus ça va plus au Conseil de gestion des ressources marines. Okay. Des ressources phoniques de la région marine, le Wildlife Board, en fait, de la région marine. Donc, tu sais, dans l'Artin, il y a 3 chapitres super importants, chapitres 5, 6, 7, qui ont créé 3 organes de co-gestion, le Wildlife Board, le Planning Commission, puis le Impact Review Board. Donc, les 3 ont un mandat, le premier étant la gestion phonique, le deuxième étant la planification territoriale pour la région marine, puis le troisième étant pour les études d'impact, en fait. OK. Présentement, on travaille avec l'équipe Atomy du Wildlife Board, fait qu'on va continuer comme ça. C'est bien. Puis, ma question, c'est surtout en lien avec l'embauche de collègues Inuits dans les projets, puis aussi une offre éventuelle de stage pour des jeunes Inuits. Dans le sens qu'avec les projets, en tout cas, plusieurs d'entre nous avons à cœur d'embaucher des collègues Inuits pour différents volets de la recherche dans les communautés. Est-ce que vous, peut-être pas demain matin, mais éventuellement faire une banque de personnes à contacter qui pourraient être intéressées à travailler avec des équipes de recherche. Même chose, une banque de traducteurs. On veut vraiment traduire nos documents le plus possible. Fait qu'une banque d'informations sur des traducteurs, ça serait des choses qui pourraient être vraiment facilitantes. Puis aussi, éventuellement, des barèmes pour les salaires ou des barèmes pour quand on fait des activités dans les communautés, des barèmes pour des honoraires. Parce que on ne veut surtout pas créer de la surenchère dans les communautés en offrant plus qu'un autre. Donc, bref, c'est le genre de conseils de votre part qui serait vraiment utile à notre quotidien, puis qui, je pense, qui, au final, ferait de la meilleure recherche. Puis aussi, peut-être une plateforme où on pourrait aller poster des offres de stage pour des jeunes. Ça nous ferait vraiment plaisir de recevoir des jeunes Inuits, par exemple, à l'Université Laval. Il faut juste les trouver. Oui, c'est vraiment utile, les idées que tu partages. Puis je pense que ça entre dans le deuxième objectif que j'ai mentionné, qui est celui d'accompagner les chercheurs dans le processus. Il y a puis aussi celui de développer les compétences locales. Je pense que tout ça s'imbrique ensemble. Puis effectivement, le fait d'avoir une banque de personnes contacts, de traducteurs, de barèmes services, c'est tous des éléments qui vont pouvoir être mis en œuvre, là, j'espère, dans les premiers temps du mandat de l'autorité. Super. Puis dans vos consultations avec les chercheurs, j'aurais tendance à vous suggérer de faire des focus group avec les équipes, pas juste les chercheurs, parce que nos professionnels de recherche, nos étudiants gradués, c'est souvent eux qui ont passé le plus de temps dans les communautés récemment. Puis c'est souvent eux qui vont monter aussi les demandes au comité. Okay. Fait que je pense qu'il y aurait peut-être des belles idées à partager là, dans le processus. En tout cas, pour ce qui est de mon équipe, là, on pourrait faire ça en focus group. Parfait. Ça vous va, là. Ça va me faire plaisir. Puis j'ai envie de renchérir là-dessus en disant que, bon, tout à l'heure, quand je vous invitais tous à partager vos commentaires, c'est sûr que peut-être attendons de voir qui est contacté là, pour une interview, mais en même temps, si vous avez des recommandations sur comment mener ces entrevues-là, comment les structurer, comme ce que tu viens de faire, je pense que c'est hyper pertinent. Donc, n'hésitez pas à m'écrire, là, puis on verra qu'est-ce qu'on peut faire là, avec nos consultantes. Super. En tout cas, bravo. C'est vraiment une super initiative. Merci beaucoup. C'est bon, merci. On a encore 4 questions dans le Q&A. Je pense qu'on va faire celle-là, puis on va peut-être s'arrêter ensuite. On avait une nouvelle question de Christopher Fletcher. Vous avez mentionné Avatac. Donc, est-ce qu'il est prévu que la recherche culturelle et sociale fasse partie du mandat de l'autorité? J'imagine que oui. Oui, absolument. En fait,
peut-être que je veux juste être certaine de bien comprendre la question. L'autorité n'a pas comme mandat de faire de la recherche, mais plus là, de canaliser les projets, offrir une révision des projets de recherche comme tel. Là. Puis oui, les projets en matière de culturel ou de géomatique ou d'anthropo, ça va aussi passer par le processus. Là. C'est bon. Il y a évidemment le processus, on pourrait dire, d'approbation au niveau de l'autorité peut se faire à différents moments. Bon, évidemment, il y a le niveau de la préparation des demandes de subventions, puis après, une fois les subventions accordées, il y a les demandes de permis. Donc, une question qu'on a de Yves Gauthier, c'est est-ce que l'interaction peut se faire à un stade suffisamment, en fait, tôt dans le processus pour qu'il y ait, par exemple, production de lettres d'appui de la part de l'autorité? Est-ce que c'est le genre de choses que vous envisagez là, pour venir appuyer les demandes de subvention? C'est une bonne question. Puis je pense qu'on a encore besoin de réfléchir à ces différentes grandes étapes-là du cycle de vie d'un projet de recherche. J'aurais tendance à dire probablement que oui. Par contre, tout dépendant du degré de détail qu'on a pour fournir la lettre, il est possible que le projet ait besoin de repasser dans le processus dans la mesure où une communauté ou un comité régional de révision a besoin d'une quantité, le minimum d'informations pour se prononcer. Donc, si le projet est encore à l'étape peut-être initiale, là, à ce moment-là, il faudrait attendre qu'il soit un peu plus articulé. Là, j'avoue que peut-être que c'est mon manque de connaissances là, dans le monde de la recherche puis des processus applicables. Là. Je ne sais pas mon background, fait que peut-être que Hélène peut rajouter là-dessus, mais ça serait mon impression là, pour le moment. OK, merci. Hélène, voulais-tu dire quelque chose? Bien, je veux juste dire merci pour la question. C'est définitivement quelque chose qu'on a eu des petites discussions déjà. En quelque part, c'est une question de la poule et l'œuf pour ça également le processus d'approbation d'éthique. Donc, est-ce que l'organisme NUNAVIC va demander preuve de financement avant d'accorder le permis pour que la recherche puisse aller devant, ou est-ce que le projet va être approuvé au NUNAVIC, puis avec ça, justement, avoir une lettre de référence GO qui peut être utilisée pour les demandes de financement. Fait que on s'est déjà penché sur la question, mais on n'a pas encore de façon de faire couler dans le béton. Donc, Yves, écoute, si tu as des idées, sont vraiment la bienvenue et je t'invite à contacter Camille et où on peut vous mettre en contact avec les consultants pour partager ces infos. Merci. C'est bon. Puis peut-être pour faire un peu de millage là-dessus, c'est sûr que la façon dont beaucoup de chercheurs fonctionnent en ce moment, c'est qu'il y a d'abord des liens de gré à gré qui se font avec les communautés impliquées ou les organismes impliqués. Puis là, on bâtit un peu la demande ensemble. Puis après, on soumet la proposition. Et c'est juste à cette étape-là, finalement, qu'on va chercher des approbations pour les permis. Mais c'est ça, je pense qu'on va être curieux de savoir à quel niveau dans le processus on peut déjà contacter l'autorité pour voir s'il y a une espèce d'approbation, en tout cas de principe là, sur une demande. Je continue. Donc, j'avais une nouvelle question de Rebecca. Donc, Rebecca, tu compléteras si jamais j'ai mal compris ta question. Donc, il y a déjà beaucoup d'organisations à l'intérieur du NUNAVIC qui déjà souvent auxquels on présente nos projets de recherche et qui se prononcent un peu des fois sur le projet en question dans le NNHC, par exemple. Est-ce que ces comités-là vont... Là, j'interprète la question de Rebecca, mais est-ce que ces comités-là vont continuer d'avoir leur juridiction, je dirais, ou est-ce qu'ils vont se joindre à une communauté plus large là, sous l'autorité pour prendre ce genre pour faire ce genre d'évaluation? Non, c'est une bonne question. On ne vise pas à écarter ou à intégrer ces agents-là qui existent déjà dans le processus. Par contre, c'est certain que au fil du temps,
il y aura une optimisation du temps et des ressources de chacun. Est-ce qu'après quelques années, on va s'apercevoir qu'il y a une opportunité de, je vais le dire en bon français, merger certains comités ou certaines institutions peut-être, mais définitivement, l'objectif, c'est de respecter les processus qui sont déjà en place. Parfait. OK, merci. Puis on pourra peut-être jouer un rôle aussi à l'INQ pour justement, quand tout ça sera mis en place, pour aviser les chercheurs un peu sur les façons ou les voies de passage là, pour les différents types de projets par rapport à ça. Absolument. Ouais. On avait une dernière question de Fez Ahmad Khan. Donc, ça porte sur la recherche clinique dont il écrit que les Nunavimioutes reçoivent tous leurs soins médicaux hors du Nunavik au CUSM. Est-ce que vous avez des plans pour collaborer ou consulter avec l'Institut de recherche du CUSUM là, pour développer des processus autour de la conduite de recherche clinico-épidémiologique? Monsieur Kahn, si je n'ai pas bien posé votre question, je vous invite à, à renchérir. Bon, je pense que ça va. Dans le fond, ça se trouverait à être des directives à développer pour la façon dont la recherche est conduite dans ces milieux-là qui sont hors région, si je comprends bien. Je pense, mais je ne suis pas sûr. Désolé, est-ce que vous m'entendez? Oui, merci. Désolé, je suis à Kuujjuaq et la réception, l'Internet est un peu lent aujourd'hui. Non, dans le fond, il y a des différents chercheurs. On fait des projets dans Nunavik pour la plupart, mais c'est vrai, quelques projets, des fois, des personnes utilisent les données des personnes de Nunavik qui sont, disons, des données cliniques qui restent au CUSUM, mais quand même, ça touche à la population du Nunavik. Donc, on a aussi des projets qui prennent place dans Nunavik, certainement dans les communautés, mais aussi il y a de temps en temps des personnes qui essaient de faire la recherche sur les données des Nunavimioutes, mais qui sont des données au CUSUM. Ouais. Je pense qu'il y a une place pour, je pense peut-être améliorer les processus autour de ça, parce que en tout cas, je pense que ça pourrait quand même toucher, ça touche sur la recherche aux santé autochtones. Et je ne sais pas, je pense que ça ne sort pas complètement du autorité, mais du relevance de qu'est-ce que vous essayez de faire ces données-là. Donc, c'était juste une question de votre perspective. C'est un très bon point, merci. Effectivement, peut-être que c'est moins intuitif parce que ces projets-là ne se réalisent pas physiquement dans la région. Par contre, je pense que, comme vous l'avez dit, étant donné que ce sont des projets qui vont interpréter ou utiliser des données directement reliées au Nunavimioutes, dans ce cas-là, oui, je crois que le processus devrait être mobilisé. Je le prends quand même en note pour qu'on en discute là, auprès de notre comité, mais c'est, je pense, un excellent point. Parfait, merci. À moins qu'une dernière intervention, je pense que ça faisait pas mal le tour des questions, puis on a déjà dépassé 11 heures, mais je pense que je vois que ce projet-là suscite énormément d'intérêt et aussi peut-être d'interrogation, mais je pense que la présentation est très, très claire, puis on voit vraiment que les gens vont suivre l'évolution du processus d'assez près. Puis on est plusieurs, incluant l'INQ, mais des chercheurs en particulier qui vous ont écrit dans le chat pour dire qu'on est très, très enthousiaste par rapport à l'idée, puis ouvert à participer ou à discuter avec vous là, dans la mesure où vous le jugerez utile. Est-ce que, justement, par rapport à ça, a-t-on accès au chat une fois que le Zoom est fermé, juste pour être certaine que je ne perds pas les commentaires. Là, puis, ça serait une... Oui, je laisse Déby ou Andréane répondre. Ouais. de pouvoir t'envoyer une copie de tout ce qui a été dans le chat. Là, parfait, merci.
Et aussi une liste de participants. On peut t'envoyer ça aussi avec leur email. Excellent. Parfait. Donc, ben, je te remercie beaucoup, Camille, et aussi Hélène pour ton aide avec les questions. Puis ben, on va rester en contact, je pense. Oui, tout à fait. Merci. Merci à vous. Merci à tout le monde. Au revoir. Merci.